Et si le Ghana était, dans le plus grand silence, le véritable cheval de Troie des États-Unis en Afrique de l'Ouest, derrière la façade rassurante de la stabilité et du panafricanisme proclamé, ce pays s'est discrètement mué en pivot stratégique de la présence américaine, tissant des liens militaires et logistiques qui échappent à la vigilance populaire. Cette situation, loin d'être anodine, rappelle de sombres périodes de l'histoire africaine où les apparences dissimulaient des réalités autrement plus complexes et préoccupantes. Pendant que les projecteurs mondiaux restent braqués sur le Nigeria, accusé tour à tour de complaisance et de résistance face aux puissances occidentales, un autre acteur majeur se distingue par sa discrétion. Le Ghana, longtemps salué pour sa stabilité politique et son discours d'ouverture, a déroulé sans bruit le tapis rouge à la puissance militaire américaine. Ici, point de base officiel où flottent les drapeaux étoilés, ni de déploiement massif relayé par les médias. Tout se joue dans les interstices de la légalité, camouflés derrière des hubs logistiques, des accords de coopération et des terminologies trompeuses. Prenons un exemple concret. L'aéroport international Kotoka, situé à Accra, la capitale du Ghana. Sur le papier, il s'agit d'un simple centre logistique international, une plateforme aérienne vouée au transit de passagers et de marchandises. Pourtant, en coulisses, ce site se transforme en une véritable base militaire déguisée. Des installations hautement sécurisées y voient le jour, des réseaux de communication cryptés sont déployés et les allées et venues d'avions militaires américains se multiplient, loin des regards indiscrets. Les opérations de surveillance électronique, de renseignement et parfois même des missions de contre-espionnage y sont menées avec une efficacité redoutable. De nombreux témoignages font état de zones interdites au personnel local, d'extensions secrètes et même d'une présence régulière de conseillers militaires américains. Ce n'est pas un cas isolé. L'aéroport de Tamale, au nord du pays, subit le même sort. Initialement conçu pour désenclaver la région septentrionale, il devient progressivement un point d'appui stratégique à quelques kilomètres de la frontière du Burkina Faso. Ce positionnement n'est pas anodin. Il permet aux forces américaines de surveiller de près l'évolution des groupes armés au Sahel, d'assurer un relais logistique pour leurs opérations et d'avoir un accès rapide aux zones de conflit de la sous-région. Ce schéma rappelle le modus operandi employé lors de la guerre froide, où des infrastructures civiles étaient indiscrètement militarisées pour servir des intérêts stratégiques étrangers, souvent à l'insu des populations locales. Ce qui frappe, c'est l'excrudescence, c'est le décalage abyssal entre les discours officiels et la réalité des faits. Les dirigeants ghanéens, toutes tendances de confondues, n'ont de cesse de vanter le panafricanisme, l'unité et la souveraineté nationale. Pourtant, dans le secret des cabinets, ils signent des accords qui placent leur territoire sous influence étrangère, échappant à tout contrôle citoyen ou parlementaire. Ce double langage, qui n'est pas sans rappeler les compromissions de certaines élites africaines du passé, affaiblit la souveraineté du Ghana et menace par ricochet l'autonomie de toute la région. Ignorer ces dynamiques, c'est laisser filer, sans bruit ni débat, l'indépendance politique et la maîtrise des ressources africaines. C'est accepter en silence que la carte militaire du continent soit redessinée ailleurs, selon des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples africains. C'est en somme reproduire les erreurs du passé, lorsque des accords secrets entre élites locales et puissances étrangères ont conduit à la fragmentation et à la dépendance. Mais comment le Ghana en est-il arrivé là? Pourquoi cette discrétion soigneusement orchestrée? Les réponses à ces questions sont multiples et renvoient à une transformation stratégique profonde dont les racines plongent dans l'histoire récente du pays et de la région. Derrière les apparences paisibles, une mutation profonde façonne le Ghana depuis plusieurs années. Tandis que l'attention internationale se concentre sur les soubresauts politiques et sécuritaires du Nigeria, c'est au Ghana que les lignes de force régionales se redessinent, à l'abri des regards, sous l'impulsion conjointe des élites locales et des partenaires étrangers. Tout bascule en l'an 2018, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, alors que Donald Trump dirige les États-Unis. Cette année-là, les deux pays signent un statut des forces, un accord discret, à peine évoqué dans les débats publics, mais dont l'importance stratégique est majeure. Derrière la façade d'une simple coopération logistique, ce texte ouvre au Pentagone un accès sans précédent aux territoires et aux infrastructures du Ghana. Un peu à la manière des accords secrets signés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale entre certains pays européens et les États-Unis, il permet d'installer une présence militaire durable, sans en assumer publiquement la réalité.
L'aéroport international Kotoka d'Accra devient alors l'épicentre de ce dispositif. Officiellement présenté comme un centre de transit, il est doté, dans l'ombre, d'équipements de surveillance de pointe, de hangars réservés aux opérations spéciales et d'un contrôle renforcé des accès. Des rotations régulières d'avions militaires américains s'y opèrent, transportant du matériel, des troupes, des experts en renseignement. Tout un arsenal logistique se met en place sous couvert de soutien technique. Plus au nord, l'aéroport de Tamale emboîte le pas. Sa proximité avec la frontière burkinabé en fait une plateforme idéale pour les opérations de renseignement sur le Sahel, région en proie à une insécurité croissante et à la multiplication des groupes armés. Le Ghana, sans tambour ni trompette, se transforme ainsi en pivot stratégique des opérations américaines en Afrique de l'Ouest, tout en affichant un discours souverainiste et panafricain à l'extérieur. Un point crucial bouleverse l'équilibre. Les soldats américains bénéficient d'une immunité totale sur le sol ghanéen. Ils peuvent circuler, entrer et sortir du pays munis de leur seule carte militaire, échappant à toute poursuite judiciaire locale. Ce privilège, inédit dans l'histoire du Ghana, prive le pays de tout levier de contrôle démocratique sur les forces étrangères. Ce type d'immunité rappelle les accords signés dans les années 70 entre les États-Unis et certains pays d'Asie, permettant à des milliers de soldats d'échapper à la justice locale, avec des conséquences parfois dramatiques pour les populations concernées. La classe politique ghanéenne ne reste pas silencieuse face à ces évolutions. John Mahama, chef de l'opposition en 2018, s'érige alors en champion de la souveraineté nationale. Il promet, s'il parvient au pouvoir, de révoquer l'accord et appelle à une mobilisation nationale contre cette ingérence. Pourtant, une fois élu, il opère un virage à 180 degrés. Aucune annulation, aucun débat public, les bases américaines persistent, camouflées derrière des discours enflammés sur l'autodétermination africaine. Ce revirement n'est pas sans rappeler le parcours de certains dirigeants africains, qui, une fois parvenus au sommet de l'État, privilégièrent la préservation du pouvoir à la défense des intérêts nationaux. En fermant les yeux sur ces arrangements légaux, le Ghana accepte l'installation d'une présence étrangère hors de tout contrôle citoyen ou parlementaire. C'est aussi ouvrir la porte à une ingérence stratégique durable, qui menace l'indépendance du pays et bouleverse l'équilibre régional. Cette situation n'est pas sans rappeler l'expérience de l'Égypte après les accords de Camp David, où la dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis a profondément influencé les choix stratégiques du pays. Mais comment expliquer cette transformation silencieuse ? Pourquoi le Ghana accepte-t-il ce jeu dangereux ? Pour comprendre, il faut remonter aux racines économiques et géopolitiques qui rendent le pays si vulnérable à ces influences. Le Ghana, comme de nombreux pays africains, fait face à une pression constante pour garantir sa sécurité face à la montée des groupes armés dans la région, tout en cherchant à attirer les investissements étrangers et à maintenir la croissance économique. Dans ce contexte, les promesses d'assistance militaire et de coopération logistique deviennent des leviers puissants pour les grandes puissances, qui n'hésitent pas à conditionner leur soutien à l'acceptation de clauses favorables à leurs intérêts. Quand la duplicité devient la règle, qui défend réellement les intérêts africains ? Sous le vernis du panafricanisme, la réalité ghanéenne inquiète. Officiellement, il s'agit de coopération logistique avec les États-Unis. Mais sur le terrain, le Ghana sert désormais de véritable hub militaire américain en Afrique de l'Ouest. Ce processus rappelle la façon dont, durant la guerre froide, certains pays d'Amérique latine sont devenus des bases avancées pour les opérations américaines, sous couvert d'accords de développement ou de lutte contre le narcotrafic. Revenons à John Mahama. Chef de l'opposition en 2018, il dénonçait bruyamment le partenariat signé avec Washington, alertant sur une perte de souveraineté et une emprise étrangère croissante. Pourtant, une fois président, il maintient l'accord sans hésiter, sans même tenter de le renégocier. Cette volte-face met à nu l'écart criant entre les discours politiques et la réalité des actes. Ce phénomène, que l'on retrouve dans de nombreux pays, s'explique souvent par la difficulté à rompre avec des alliances stratégiques une fois que les enjeux sont devenus trop importants. D'autres États ont choisi une voie différente. Le Sénégal, par exemple, a décidé de restreindre la présence de bases étrangères, affirmant sa volonté de reprendre le contrôle de son territoire, quitte à heurter certains alliés occidentaux. En 2017, le gouvernement sénégalais a mis fin à plusieurs accords militaires avec la France, réaffirmant sa souveraineté et sa capacité à gérer sa propre sécurité. De même, la Côte d'Ivoire a engagé une renégociation de ses partenariats militaires, cherchant à limiter l'influence des puissances étrangères. À rebours, le Ghana consolide sa position.
devenant la pièce maîtresse de la stratégie américaine régionale. Conséquence directe, depuis le sol ghanéen, des opérations de surveillance, de contre-espionnage et parfois même des frappes ciblées sont régulièrement lancées vers le Nigeria et les pays du Sahel. Les bases dites logistiques masquent des activités militaires d'ampleur, échappant volontairement au regard des citoyens. Les populations voisines en subissent les répercussions sans jamais être consultées ni informées. Ce schéma n'est pas sans rappeler les opérations menées par les États-Unis à partir des bases installées en Italie ou en Turquie, d'où étaient lancées des missions vers les Balkans et le Moyen-Orient. La dynamique s'étend peu à peu. Demain, des pays comme la Guinée pourraient s'engager dans la même voie, adoptant ce double langage qui sape l'autonomie stratégique du continent tout en entretenant la confusion. Cette normalisation du flou stratégique nourrit la dépendance et éloigne l'idée même d'un contrôle africain sur ses propres choix. Le cas du Niger, récemment, illustre parfaitement ce risque. Alors que le pays négociait des accords de coopération sécuritaire, il a vu se multiplier les ingérences étrangères au point de perdre une partie de sa capacité de décision. Si cette duplicité n'est pas exposée et débattue publiquement, les peuples africains resteront à l'écart des décisions qui engagent leur avenir collectif. La souveraineté et l'identité risquent fort de n'être que des slogans vidés de sens, pendant que les vraies décisions se prennent dans l'ombre, loin du regard des citoyens. Cette opacité n'est pas nouvelle. Elle rappelle les périodes post-coloniales où les accords secrets dessinaient la véritable carte du pouvoir en Afrique bien plus que les constitutions ou les discours officiels. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de ces accords et décrypter les leviers de pression qui pèsent sur les dirigeants africains. L'histoire récente du Ghana montre que la dépendance économique, la pression sécuritaire et la volonté de garantir la stabilité politique sont autant de facteurs qui poussent les gouvernements à accepter des compromis lourds de conséquences. Souvent, ces choix sont présentés comme des solutions pragmatiques, mais ils s'avèrent, à moyen terme, source de nouvelles dépendances et de fragilité accrue. Le Ghana demeurera-t-il une exception, ou d'autres nations vont-elles succomber à l'attrait des pactes militaires occidentaux ? Cette interrogation brûle toutes les lèvres, car l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest pourrait basculer dans les prochains mois, tiraillé entre ambition nationale, pression étrangère et mirage panafricain. La tentation de céder à la facilité des accords bilatéraux est grande, surtout dans un contexte d'insécurité croissante et de concurrence géopolitique exacerbée. La menace la plus immédiate vient de Guinée-Conakry. Son président, formé aux États-Unis, attire déjà l'attention des chancelleries occidentales. Dans les couloirs de Conakry, la rumeur enfle. Une base militaire occidentale serait à l'étude, officiellement pour combattre le terrorisme ou soutenir le développement. Si ce projet aboutit, la dynamique inaugurée au Ghana s'intensifiera, tissant un réseau d'implantations étrangères sur toute la sous-région. Ce schéma rappelle l'expansion progressive des bases américaines dans le Golfe après la guerre du Koweït, où chaque nouveau partenariat militaire ouvrait la voie à une présence accrue. Mais le jeu géopolitique ne se limite pas à Washington. La Chine, la Russie, la Turquie et même l'Union européenne multiplient discrètement leurs offensives. Chacun avance ses promesses de partenariat stratégique, chacun cache ses propres desseins. La bataille pour l'influence n'a jamais été aussi brutale. Chaque nouvel accord militaire ou économique devient un levier pour s'emparer de ressources, contrôler la sécurité et peser sur la destinée politique des pays ouest-africains. Cette situation évoque la nouvelle ruée vers l'Afrique du début du XXIe siècle, où chaque puissance tente de placer ses pions sur l'échiquier continental. Ce climat n'est pas sans rappeler les heures sombres de la conférence de Berlin, où l'Afrique fut morcelée à coups de combats coloniaux. Aujourd'hui, la menace d'une nouvelle balkanisation plane. Les frontières pourraient bien se transformer en ligne de front d'intérêts étrangers, fragmentant la région et sapant toute unité. La souveraineté tant vantée se dissoudrait sous le poids d'accords bilatéraux et de bases militaires maquillées. Ce scénario n'est pas hypothétique. Il s'est déjà produit en Libye, où la multiplication des partenariats étrangers a précipité la désintégration du pays. Dans ce tumulte, l'ambition de John Mahama, président ghanéen, de prendre la tête de l'Union africaine prend une dimension cruciale. Deviendra-t-il le champion d'un panafricanisme authentique, capable de restaurer l'autonomie africaine, ou n'offrira-t-il qu'un nouveau masque à la continuité des dépendances sous couvert de modernité ? Pour l'instant, ces discours enflammés ne dissipent pas les doutes sur la persistance des compromissions avec Washington et ses alliés. Ce dilemme rappelle celui de Kwame Nkrumah,
le père du panafricanisme qui, malgré ses ambitions, a vu son projet de souveraineté continentale contrecarré par les ingérences étrangères et les trahisons internes. Si la tendance actuelle se poursuit, l'Afrique risque de perdre définitivement la maîtrise de ses ressources, de sa sécurité et de sa voix dans le concert des nations. L'histoire pourrait bien se répéter. Cette fois, les chaînes seraient déforgées non plus par la force, mais par une avalanche de signatures et de promesses vides. Les conséquences de ce réévénement majeur, non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour l'identité et l'avenir des peuples africains. À titre d'exemple, la perte de contrôle sur les ressources naturelles, comme l'or, le cacao ou le pétrole, aurait des effets dévastateurs sur l'économie et le développement à long terme. Pourtant, une résistance inédite commence à se dessiner en coulisses. Certains acteurs africains refusent de céder à l'engrenage et cherchent à réinventer les règles du jeu. Des mouvements citoyens, des intellectuels, des syndicats et même certains responsables politiques s'organisent pour dénoncer les accords secrets, exiger plus de transparence et défendre la souveraineté nationale. En Afrique du Sud, par exemple, la contestation populaire a permis de remettre en cause plusieurs accords miniers jugés défavorables, ouvrant la voie à une meilleure prise en compte des intérêts locaux. Face aux mensonges et aux manœuvres, l'esprit critique demeure notre rempart le plus redoutable. Seule une vigilance aiguisée peut nous libérer des filets tendus par ceux qui manipulent le langage pour dissimuler leurs intérêts. Jamais l'Afrique n'a autant eu besoin de citoyens lucides et engagés. L'histoire regorge d'exemples où la mobilisation populaire a permis de renverser la vapeur, comme lors des luttes anti-apartheid en Afrique australe ou des mouvements de libération en Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte que les médias indépendants deviennent essentiels. Des plateformes telles que Frontline Africa, Afrique 21 ou encore Le Monde Afrique ouvrent l'accès à une information dénuée de filtres, échappant aux narratifs officiels qui, trop souvent, servent les desseins des puissances étrangères. Soutenir et relayer ces médias, c'est déjà s'opposer à l'intoxication généralisée. Ce travail d'information, s'il est relayé par les réseaux sociaux, permet de toucher un public plus large, de susciter le débat et d'éveiller les consciences. Cependant, écouter ne suffit pas. L'exemple récent du Ghana révèle à quel point les discours politiques sont parfois en rupture totale avec la réalité des actes. Il faut juger sur pièce. Qui signe véritablement des accords militaires, qui ouvre ses frontières à des bases étrangères sous couvert de logistique, qui défend réellement la souveraineté africaine. Cette exigence de transparence doit devenir la norme, non l'exception. La vigilance citoyenne commence par le partage de faits vérifiés et l'analyse des stratégies à l'œuvre. Oser questionner, débattre, dénoncer les incohérences. Même les discussions entre proches peuvent éveiller des consciences et tisser de puissants réseaux de solidarité. En Tunisie, la mobilisation contre la privatisation de l'eau est partie de simples conversations, avant de devenir un mouvement national. La formation joue un rôle clé. S'approprier les outils d'analyse, comprendre les enjeux géopolitiques et économiques, c'est se donner les moyens d'influencer le débat. Les communautés panafricaines doivent transmettre ces savoirs, notamment aux plus jeunes, afin de bâtir une résistance durable. Organiser des ateliers, créer des clubs de lecture ou des groupes de réflexion sont autant de moyens concrets de renforcer la compréhension des enjeux et de stimuler l'engagement. Rester passif, c'est accepter la confiscation des choix et la réduction de l'Afrique au rang de simple pion. À l'inverse, s'informer, s'exprimer et agir ensemble permet de défendre les véritables intérêts africains et de renforcer la pression sur les dirigeants. L'exemple du mouvement Y en a marre au Sénégal, qui a su mobiliser la jeunesse pour exiger plus de transparence et de responsabilité, montre la force de l'action collective. La solidarité panafricaine ne doit pas rester un slogan. Elle se construit chaque jour par la libre circulation de l'information, la mise en réseau des initiatives citoyennes et la défense collective de la souveraineté et de la justice. Les plateformes numériques, les associations étudiantes, les syndicats et les ONG ont un rôle à jouer pour amplifier les voix dissidentes et relayer les initiatives positives. Mais concrètement, que pouvons-nous faire, dès aujourd'hui, pour peser sur la situation ? L'indignation ne suffit plus. L'heure est à l'action organisée, réfléchie et persistante. Entrons dans l'action concrète. Voici 5 leviers accessibles à tous pour renforcer la vigilance et l'impact citoyen. L'engagement commence maintenant et chaque initiative compte. Premièrement, informez-vous de manière indépendante. Consultez plusieurs sources, croisez les informations et privilégiez les médias locaux et alternatifs. Par exemple, abonnez-vous à des newsletters spécialisés, participez à des réunions publiques
ou rejoignez des groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Plus l'information circule librement, moins il est facile pour les puissants de manipuler l'opinion publique. Deuxièmement, encouragez le débat public. Organisez des conférences, des débats citoyens, des ateliers de réflexion dans vos quartiers, vos écoles ou vos universités. Invitez des experts, des journalistes, des militants à partager leur analyse. L'expérience du Burkina Faso, où les forums citoyens ont contribué à la chute d'un régime autoritaire, montre la force du débat démocratique. Troisièmement, interpellez vos élus. Écrivez-leur, demandez des comptes sur les accords signés, exigez la transparence et le respect des procédures démocratiques. Les pétitions en ligne, les campagnes de lettres ouvertes, les rassemblements pacifiques sont des moyens efficaces de mettre la pression sur les responsables politiques. Rappelez-vous que la démocratie ne se limite pas au vote. Elle se nourrit de l'implication quotidienne des citoyens. Quatrièmement, tissez des alliances régionales. Collaborez avec des associations, des mouvements et des réseaux d'autres pays africains. Partagez vos expériences, mutualisez vos ressources, élaborez des stratégies communes. L'Union africaine, malgré ses limites, peut être un relais pour faire remonter les revendications citoyennes au niveau continental. L'exemple des campagnes panafricaines contre les accords de partenariat économique, APE, avec l'Union européenne montre que la solidarité régionale peut porter ses fruits. Cinquièmement, investissez dans l'éducation civique et la formation des jeunes. Organisez des ateliers, des stages, des formations en ligne pour transmettre les outils de compréhension et d'action. Plus les jeunes sont formés, plus ils sont capables de résister aux manipulations et de s'engager pour l'avenir du continent. L'expérience du mouvement Balai citoyen au Burkina Faso, qui a misé sur la formation et l'engagement des jeunes, illustre l'importance de cet investissement. À vous de jouer, informer, débattez et refusez la résignation. Votre voix, même isolée, peut réveiller des consciences, inspirer des actions et, à terme, changer le cours des choses. L'histoire a montré que les plus grands bouleversements partent souvent de petites initiatives portées par des citoyens ordinaires. Le constat est sans appel. Ce qui se passe aujourd'hui au Ghana nous concerne tous. Une élite politique qui proclame le panafricanisme, qui agite le drapeau de la souveraineté, mais qui, dans l'ombre, livre le pays aux intérêts étrangers. Ne détournons pas les yeux. Quand les paroles séduisent, mais que les actes trahissent, il est souvent déjà trop tard. Chaque accord signé sans transparence, chaque base logistique présentée comme anodine, chaque silence complice érode notre pouvoir sur notre avenir. Cela n'a rien d'abstrait, il s'agit de la sécurité, du contrôle des ressources et de l'identité que nous voulons construire. Personne n'est protégé lorsque la souveraineté est sacrifiée au jeu des grandes puissances. Les exemples du passé, du Congo belge à l'Algérie coloniale, démontrent à quel point la perte de souveraineté peut avoir des conséquences dramatiques pour les générations futures. À cette duplicité, il ne suffit plus de dénoncer. Il faut agir lucidement, s'informer, partager, interroger nos dirigeants. Voilà le début de la résistance. Refuser la résignation, c'est refuser que l'Afrique soit discutée sans les Africains. N'attendez pas l'irréparable. Chaque voix compte, chaque question posée repousse l'opacité et la manipulation. En Ouganda, la mobilisation contre l'extension d'un oléoduc étranger est née d'une simple pétition, avant de s'étendre à tout le pays. Nous sommes à un carrefour où l'indifférence se paie au prix fort. La vigilance collective n'est pas un slogan, c'est une urgence. Il ne s'agit pas de cultiver la méfiance pour elle-même, mais d'admettre que la vraie bataille se joue loin des projecteurs. Les enjeux de souveraineté, de développement et d'identité méritent mieux que le silence ou la complaisance. Parlons-en autour de nous, osons la discussion, réveillons les consciences. Ce que vit le Ghana n'est qu'un prélude si personne n'agit. L'Afrique de demain dépend de notre capacité à exiger des comptes, à choisir la clarté face aux promesses, l'action face aux discours. Fermons la question de manière élégante. La souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert et se défend, chaque jour, par l'engagement de tous. C'est là le plus sûr rempart contre la répétition des erreurs du passé et la garantie d'un avenir